C'est le dernier jour de pêche pour les marins du golfe de Gascogne. La zone leur est interdite pendant une durée d'1 mois à partir de ce mercredi pour préserver les mammifères marins. Si la mesure a prouvé son efficacité pour protéger notamment les dauphins, elle reste décriée par les pêcheurs qui voient leur outil de travail menacé. Le golfe de Gascogne ferme ses portes aux pêcheurs, c'est le focus de ce mardi 21 janvier. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité bretonne. Et dès ce soir, minuit, 300 bateaux de la côte atlantique devront, comme l'année dernière, rester à quai pendant le mois de fermeture du golfe de Gascogne. Objectif, protéger les cétacés en réduisant le nombre de captures accidentelles. Une décision qui impacte la filière pêche. Eva Thomas fait le point. Dernière sortie en mer pour ces pêcheurs lorientais avant la fermeture du golfe de Gascogne ce mercredi 22 janvier. 1 an après la toute première interdiction, les acteurs du secteur sont lassés de la situation. On n'a pas du tout le moral, voilà, on est un petit peu démoralisé et puis écœuré de devoir rester à terre tout simplement, alors que notre métier nous dit d'aller en mer et puis pêcher, donc voilà. Comme l'année dernière, le Conseil d'État a interdit la pêche pour les bateaux de plus de 8 mètres dans le golfe de Gascogne, qui s'étend de la Bretagne au nord de l'Espagne. L'objectif, réduire le nombre de prises accidentelles de dauphins dans la zone. À la suite de ce mois d'arrêt, l'État a annoncé une indemnisation de 20 millions d'euros pour l'ensemble des bateaux concernés par la fermeture. Mais si les pêcheurs et les marailleurs sont indemnisés, la criée, elle, ne l'est pas. Moins on a de produits et moins on a forcément d'ouvriers. Et derrière, c'est tout un savoir-faire que l'on risque de perdre. Un savoir-faire au niveau des bateaux et des marins, mais aussi un savoir-faire au niveau du mareyage. La nouveauté cette année, c'est la possibilité de monter sur son bateau pour y faire des travaux, notamment pour y installer des caméras de surveillance. Un outil qui ne fait pas l'unanimité. C'est pas les caméras qui empêcheront de toute façon qui empêcheront la mortalité sur les dauphins. Ça passera par d'autres mesures qu'on est en train d'essayer de mettre en place, mais pour le moment c'est certainement pas les caméras qui empêcheront. Ça permettra certainement de constater effectivement le nombre réel de captures, mais ça ira pas au-delà. Tous ceux qui vont mettre des caméras, ça sera une épine dans le pied pour ceux qui n'en veulent pas de toute façon. Voilà. Pour rappel, selon le ministère de la Mer, l'arrêt de pêche pendant 1 mois l'année dernière aurait permis de diminuer de l'ordre de 76% la mortalité des dauphins. Et cette fermeture de la pêche a été obtenue par une décision historique du Conseil d'État en 2023, saisie par plusieurs associations écologistes. On écoute Élodie Martini-Cousti qui pilote le bureau Océan, Mer et Littoraux au sein de France Nature Environnement. D'abord, on ne bloque pas la pêche. Il y a des bateaux qui peuvent continuer à pêcher, ceux qui ne sont pas concernés par les captures de dauphins. Donc ça représente quand même quasiment les 2/3 des bateaux français. Ensuite, si on ferme la pêche pour protéger les dauphins, c'est que d'abord ce sont des espèces protégées et que le Conseil international des études de la mer nous dit que le dauphin commun qui meurt à hauteur de 10 000 par an dans les filets de pêche, le marsouin et le grand dauphin sont en très mauvais état de conservation dans le golfe de Gascogne. Si ces populations sont affaiblies par les effets du changement climatique, par les captures de pêche, etc., et qu'un jour on n'arrive pas qu'elles disparaissent totalement, il n'y aura plus de pêche non plus, il n'y aura plus de poissons. Les dauphins sont en haut de la chaîne alimentaire, donc c'est aussi une question de durabilité de la pêche, mais prioritairement, là, de sauvegarde de l'espèce. Ensuite, en effet, il y a une question de durabilité de la pêche, parce que c'est un écosystème complet, avec des dauphins, avec des poissons à pêcher et avec les proies de ces poissons, qui sont essentiellement les poissons visés par la pêche, ce sont des bars et des lieux jaunes. Et bien, les dauphins et les pêcheurs se battent sur les mêmes proies. Donc, si on veut assurer une durabilité de la pêche dans le golfe de Gascogne, il faut aussi respecter le repos biologique de ces poissons. Et sans transition, plus de 24 heures sans Internet, l'hôpital injoignable, les commerces privés de leur TPE, c'est la galère traversée par 25 communes dans le secteur de Lamballe-Armor depuis hier midi. Le courant est heureusement revenu aujourd'hui dans l'après-midi, la cause de l'interruption des travaux autour de Lamballe qui ont atteint un réseau de fibre optique d'après Orange. Et vous l'avez sûrement remarqué, au moment de faire le plein, les prix de l'essence sont en hausse depuis le début de l'année. Notre journaliste Maëlle Delmure est allée prendre la température auprès des Brestois. Je surveille grossièrement. J'ai vu que ça venait augmenter. Là, j'ai fait mon plein là tout à l'heure. Et j'ai vu que ça avait un peu augmenté. Ça a multiplié par 2 presque.
c'est pas cher. Je vais quand même faire mon choix au niveau des stations et faire le choix de la station la moins chère. Je recule le moment où je dois aller faire le plein d'essence depuis un petit moment. Heureusement, il existe des applications pour voir justement, je pense que je fais un peu comme tout le monde, essayer de trouver le moins cher. Mais oui, la constatation générale, c'est que oui, ça a augmenté en ce moment. Et pour comprendre les raisons de cette hausse, on reçoit en plateau notre journaliste Jérôme Gallo. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme, tous les automobilistes sont d'accord, les prix à la pompe ont augmenté, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Eh bien, avant de répondre pourquoi, je vais vous dire de combien. Effectivement, depuis la mi-janvier, on a connu une hausse du prix du baril de Brent. Dans le graphique qu'on voit à l'écran, on voit en rouge les jours où on a dépassé la barre symbolique des $80. Ça fait plus 9% depuis début janvier, sachant qu'il faut attendre une quinzaine de jours pour voir la hausse se répercuter à la pompe. On n'a pas fini de faire la grimace à la station-service. Et donc, qu'est-ce qui a provoqué cette hausse des prix ? Alors, le monde va mal et on en ressent les conséquences, même en Bretagne, Margot. Et il faut aller du côté de la Russie pour comprendre la situation. Moscou est visé par une nouvelle série de sanctions par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et ces pays ont adopté une nouvelle série, cette fois, de sanctions sur la flotte fantôme de Moscou. Bon, c'est pas des bateaux fantômes, c'est pas des bateaux hantés, mais c'est une flotte qui permet à la Russie de livrer du pétrole en contournant les sanctions internationales. Est-ce que ça veut dire que les prix vont continuer à grimper ? Alors, pour avoir la réponse, je n'ai pas de boule de cristal, donc le Télégramme a interrogé Olivier Gantois, expert sur la question au sein du syndicat professionnel UFIP, Énergie et Mobilité. Et bonne nouvelle, il ne voit pas de raison pour que cette hausse se poursuive. En fait, depuis 2022, le cours du pétrole se trouve dans une fourchette allant de 75 à $85. Si bien entendu, il n'y a pas de nouvelle crise géopolitique ou si l'euro ne se dévalue pas davantage par rapport au dollar, il n'y a pas de raison pour que les prix s'envolent à nouveau. Merci Jérôme. Et eux n'auront pas besoin d'essence, mais seulement un peu de force dans les mollets. 2 supporters du Stade brestois se sont lancés un drôle de défi, celui de se rendre à vélo au prochain match de leur équipe préférée qui aura lieu demain à Gelsenkirchen en Allemagne. Un défi physique dédié à l'association brestoise Un rêve, un sourire. On les écoute. Ouais, non, on espère une victoire parce que d'avoir fait tous ces kilomètres dans le froid, c'est pour prendre une valise, ce serait un peu chiant. Ce n'est pas une course comme les autres dans laquelle se lancent Jean et Johan. Les 2 amis sont en train de traverser 3 pays en faisant 600 km de vélo. Destination finale, le stade de Gelsenkirchen, pour suivre le match opposant le Shakhtar Donetsk au stade brestois. Un périple loin d'être de tout repos. On n'a pas connu une seule température positive, donc voilà, on a eu de la neige, du verglas, du brouillard. Et c'est ça qui a été le plus difficile et qui a fait qu'on a mis plus de temps sur chaque étape. Voilà le froid, c'est-à-dire que les bidons gèlent. Il y a des glaçons qui se forment dans les bidons. Entre 2 étapes, les 2 amis n'oublient pas de suivre les matchs de leur équipe de cœur. Les 2 comparses utilisent leur passion pour le stade brestois comme carburant. S'il y avait une victoire, est-ce que Brest pourrait se qualifier directement pour la phase finale ? En vrai, on espère ça, ou que Brest se rapproche de cette qualification directe. Moi, j'adorerais vivre ce moment-là. Ouais, non, on espère une victoire parce que d'avoir fait tous ces kilomètres dans le froid, c'est pour prendre une valise, ce serait un peu chiant. Une aventure humaine mais aussi solidaire puisque les amis font ce périple pour mettre en avant l'association Un rêve, un sourire à travers une cagnotte. Et le Stade brestois pourrait en tout cas se qualifier dès ce soir en barrage de Ligue des Champions. On le saura à l'issue des matchs qui démarrent à 21h, de quoi redonner un petit peu d'énergie à nos 2 cyclistes pour la dernière ligne droite. Et la région Bretagne a révélé hier sa dernière enquête sur l'usage des langues régionales. Elle révèle une diminution de moitié du nombre de locuteurs bretons depuis la dernière étude en 2018, conséquence logique du décès des anciens dont c'était la langue maternelle. Mais elle révèle aussi un rajeunissement général de la population bretonnante, en grande partie attribué au développement des écoles Diwan. Le breton ne se cantonne plus à la tradition orale et s'invite aussi sur les réseaux sociaux. Un locuteur interrogé sur 3 l'utiliserait dans ses échanges virtuels, contre seulement 10% en 2018. Et linguistique toujours, est-ce que vous connaissez le chant-signe ? Cette pratique qui mêle traduction en langue des signes et interprétation artistique permet de rendre accessibles les concerts aux personnes malentendantes. Depuis 2 ans, le groupe costarmoricain Faustrol propose du chant-signe à certains de ses concerts. Une forme d'expression qui demande pas mal d'adaptations scéniques. Mathilde Kemener les a rencontrés à leur sortie de résidence à Châtellerault.
Je m'appelle Gaspard Verdure et on est au Petit Écho de la Mode à Châtel-Audrin. Alors là, on était en sortie de résidence avec le groupe Faustrol. On était toute la semaine en résidence dans cette magnifique salle pour travailler la lumière et la mise en scène avec les chansigneuses Anaïg et Fleur. Le plus dur dans la mise en scène avec le chansigne, c'est le travail de la lumière, je crois. Parce qu'il faut toujours qu'on voit leur visage, il faut toujours qu'on voit leurs mains. Donc pour les techniciens lumière, c'est une vraie contrainte. Et c'est comme toute nouvelle culture qu'on ne comprend pas forcément au début, ça bouscule un petit peu au début. Nous, on a nos repères, on a nos habitudes, notre manière de fonctionner. On est dans la musique, on veut faire du noir sur scène. Tu vois, et du coup, d'un coup, là, ah mince, ça ne veut pas. Donc il y a des moments où c'est des nœuds qu'on défait aussi. Et même cette semaine, on a défait plein de nœuds parce qu'il y a des moments, je ne vais pas le cacher, ça peut m'agacer, me bousculer. Et en fait, on dépasse tout ça. Et voilà, du coup, ça m'ouvre à une nouvelle culture. Moi, je ne parle pas la langue des signes, mais ça m'intéresse de rencontrer ce monde, en fait, quoi. En fait, moi, j'en ai jamais vu. En fait, jamais. Donc, j'ai pas du tout. Là, c'est accessible. Enfin, j'ai jamais eu vraiment accès à la musique. Là, c'est accessible avec les chansigneuses, avec la traduction, avec les signes. Et j'ai trouvé que ça faisait énormément de bien. Et vraiment, j'ai très rarement vu ça. Donc, je suis contente de voir que ça se développe. On comprend la dynamique, on comprend l'énergie qui est celle du morceau. Et j'ai trouvé que c'était très agréable à voir. Oui, vraiment. Et cette édition touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal. Et d'ici là, bonne soirée.